BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Nicolas Dose, bonjour. Bonjour. Le match moteur électrique contre moteur thermique bat son plein. Il y a eu le refus allemand. On en a déjà parlé sur cette interdiction des moteurs thermiques en 2035. Comment fait-on désormais du côté des constructeurs on prend position? Qu'est-ce qu'on dit? Ils ont pris une position vis-à-vis de Bruxelles que je trouve assez pertinente. Ils ont dit, vous avez un objectif qui est de limiter les émissions de CO2. Donc fixez-nous un objectif, à nous industriels, de réduire les émissions de CO2. Et après, on s'en occupe. Laissez les industriels choisir les technologies pour y parvenir. En fait, l'idée est de dire, vous nous fixez une obligation de résultat sur une réduction d'émissions de CO2, et nous, on a une obligation de moyens pour savoir comment on fait. C'est exactement en fait la position de Carlos Tavares, le patron de Stellantis depuis longtemps. Il dit clairement depuis plus d'un an que l'électrique est la solution qui est venue des politiques, mais c'est pas forcément la solution des industriels. Et Luca De Meo, qui est le patron de Renault et l'actuel patron de l'Association européenne des constructeurs, dit à peu près la même chose. Il dit oui, évidemment, l'électrification de masse, c'est un élément de la solution, mais c'est pas la solution miracle. Et là où cette position des constructeurs européens, je la trouve assez pertinente, c'est qu'ils replacent le véritable ennemi. Le véritable ennemi, ce sont les émissions de CO2. L'ennemi, c'est pas le moteur. Et ils disent, voilà, on a un objectif de neutralité carbone. Oui, on n'a pas un objectif de neutralité technologique. Et alors, quelles sont les autres solutions? Alors, l'électrique, c'est clair que ce sera une énorme part de la solution. Après, vous avez l'hydrogène. C'est vrai, ce qui sort du pot d'échappement, c'est de l'eau potable, avec l'hydrogène. Le problème, c'est qu'il faut du platine pour les batteries. Ça reste très cher. Et puis, la réalité, c'est que on est là à nous mettre l'hydrogène bleu, tout ça. Non, mais 95% de l'hydrogène est gris. Et donc, il est produit en utilisant des énergies fossiles. Ouais. Après, vous avez la solution des Allemands, qui a fait qu'ils ont refusé au dernier moment la fin des ventes de moteurs thermiques en 2035. Eux, ils disent on a une solution dans les e-carburants, les e-fuels, c'est-à-dire tous les carburants liquides ou carburants gazeux qui sont produits à partir des énergies intermittentes, notamment celles qui viennent du vent ou du soleil. Ça peut être de l'hydrogène renouvelable, du e-métal, du e-méthanol, de l'ammoniac synthétique. Solution allemande qui suppose que ça va dans un moteur thermique. Là encore, c'est quand même des technologies encore naissantes et ça reste encore cher. Après, vous avez les biocarburants à partir de la biomasse et puis vous avez le GPL que l'on connaît, mais maintenant le bio-GPL. Et en fait, c'est toujours pareil. Et c'est probablement ce que n'a pas vraiment vu la Commission européenne dans ses choix. L'enjeu de la voiture propre, c'est son empreinte carbone sur l'ensemble de son cycle de vie. Depuis le moment où en usine, on commence à la produire, jusqu'à sa fin de vie, j'ai envie de dire. Mais souvent, on a fixé le point de départ au moment où le conducteur où elle sort du concessionnaire. Et fait le premier kilomètre. Si l'empreinte carbone, ce n'est que ça, on se trompe de cible, puisque c'est l'empreinte carbone totale qui est importante. Et il est certain qu'avec la date de 2035, ce sont largement des véhicules chinois que l'on verra arriver avec une empreinte carbone totale qui ne sera sans doute pas satisfaisante et peut-être moins satisfaisante que les solutions technologiques que les Européens en Europe sont capables de proposer. Donc les constructeurs, via leur association, ont raison? Je trouve que leur position, elle est pragmatique, elle est rationnelle par rapport à un coup près politique 2035 qui, je vous le rappelle, a été décidé complètement à la va-vite parce qu'on était ému par le Volkswagen Gate et c'était le même jour, à la même heure pour tout le monde. Donc il y a quand même quelque chose à entendre, à mon avis, dans ce qu'ils disent. Après, il ne faut pas tout enjoliver. Il ne faut pas tomber sous le charme de l'ode de la technologie et de l'innovation. Il y a aussi des choses, là, cette fois-ci, plus pragmatiques, mais vraiment terre à terre. C'est que les constructeurs savent bien que là, ils sont devant un choc de compétitivité, un choc industriel et de rentabilité monumental. On a bien envie de repousser la date. Parce que ça fait mal, quand même. Les États aussi sont devant un choc social qui les effraie un peu. Qu'est-ce que je vais faire, là, demain, quand je vais avoir une partie de ma population qui peut se payer la nouvelle voiture ? Et puis celle qui peut plus se la payer, puis qui peut plus rentrer nulle part, et puis qui n'a plus accès. Enfin, il y a un sujet quand même là. Et puis il y a un sujet aussi en termes d'emploi. On sait que la grande mutation vers le tout électrique, vous avez des milliers, des centaines de milliers d'emplois qui restent sur le carreau. On a eu des chiffres de l'Association italienne des constructeurs. 450 sous-traitants menacés à cause de la bascule dans le tout électrique. 70 000 emplois supprimés en 2035. Alors, maintenant qu'on a dit ça, il ne faut pas non plus être totalement aveuglé par la position des constructeurs européens, parce qu'il y a une réalité aussi, et les chiffres viennent de la même association. Qu'est-ce qu'on a vendu en 2022 comme voiture en Europe? On a vendu 80% de véhicules avec des moteurs thermiques. Alors des moteurs thermiques dernière génération, pas des moteurs des années 60. Il y a eu 9% d'électrique, 9% d'hybride. Une mutation, il faudra bien effectivement s'y atteler, quoi qu'il arrive. Nicolas Dose et la polémique du jour. Merci Nicolas.